Bonjour à tous, donc quatrième capsule sur ce cours d'ACT 6100 de sciences de données en assurance. Donc je continue sur les modèles supervisés, donc on est toujours dans les concepts un peu généraux, donc on avait vu quelques grandes idées que j'avais pu discuter, donc l'idée de risque, l'idée de fonction de perte, mais aussi l'idée de validation croisée. Donc là je vais parler d'un concept que je classe encore dans les concepts théoriques, qui est l'idée du classifieur de Bayes. Donc, on va faire une capsule un peu dédiée à ces histoires de classifieurs. Encore une fois, les classifieurs, c'est un problème important en machine learning. Donc, je vais revenir sur l'idée du classifieur de Bayes et essayer de faire un parallèle avec des choses que vous connaissez, qui sont les deux classifieurs dont j'avais parlé dans le cours précédent, de modèles linéaires, qui sont la régression logistique et surtout l'analyse discriminante de Fisher, qui est que je vais essayer de relier en tout cas avec le classifieur de Bayes. Okay, donc, je vais passer sur mes transparences, ce sera tout aussi simple. Donc, on est dans cette capsule numéro 4. Donc, l'idée du classifieur de Bayes, donc déjà, je suis en problème de classification. Donc, une classification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Y, il prend un certain nombre de modalités. Donc, ça peut être, allez, on va faire ça de manière un peu générale, mais disons ABCD, okay, ce qui va correspondre à mon espace grand Y. Donc, j'ai plusieurs classes et je veux construire un prédicteur. D'accord? Donc, l'idée du classifieur de Bayes, elle est très, très simple. C'est tout simplement de se dire, je vais chercher la probabilité d'appartenir à chacune des classes, conditionnellement à mes X, et je vais tout simplement retenir la classe majoritaire, la classe dans laquelle j'ai plus de chances d'aller. D'accord? Donc, classiquement, quand on est en dimension 2, donc si j'ai que 2 classes, je vais tout simplement dire que je prédis qu'on a un point rouge si jamais la probabilité d'être rouge elle est plus grande qu'un demi. D'accord? Si jamais j'ai plus de couleurs, on va pas essayer de se donner une barre. On va plutôt se dire, je vais tout simplement renvoyer la probabilité, ou plutôt la classe associée à la probabilité majoritaire. D'accord? Donc, je calcule ces probabilités conditionnelles. Donc, la probabilité d'appartenir à la classe Y conditionnellement à mes variables explicatives. Et donc, je vais chercher tout simplement l'argument du maximum. Donc, quelle est la classe qui est associée à cette probabilité majoritaire. D'accord? Donc, ça va être ce modèle M étoile. Et Bayes ne dit rien de plus. D'accord? Donc, l'idée du classifieur de Bayes, c'est juste calculer, en fait, ces probabilités conditionnelles. Okay? La difficulté, c'est que je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que je ne connais pas cette probabilité P. D'accord? Et encore une fois, si jamais je connaissais P, en fait, on n'aurait pas de cours. Ça serait automatique parce que j'aurais juste à calculer les probabilités, puis tout serait fini. Donc, on a besoin d'utiliser des données parce qu'on n'est pas capable de connaître la vraie distribution. Donc, on espère que les données vont nous donner un bon proxy, en tout cas que la mesure empirique associée à ces données est un bon proxy de la probabilité sous-jacente. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'utiliser. Donc, en pratique, je ne peux pas utiliser le classifieur de Bayes, mais on peut quand même s'en inspirer et se dire peut-être que je peux quand même essayer d'approcher, par exemple, cette probabilité-là. Donc, ça pourrait avoir du sens, dans le sens où je pourrais faire des hypothèses supplémentaires et essayer d'approcher cette grandeur-là. D'accord? Donc, ça resterait la version empirique du classifieur de Bayes, mais le classifieur de Bayes est fondamentalement un objet théorique. Okay, qu'on peut rapprocher ici de quelque chose qu'on connaît, c'est qu'en fait, dans le cas de la classification, je vous rappelle que, en tout cas la classification binaire, donc si jamais j'avais une variable y qui était une variable de Bernoulli, okay, de paramètre px, okay, c'est-à-dire que la variable y peut prendre deux modalités 0 ou 1, la probabilité d'être dans la classe 1, c'est aussi l'espérance de y sachant x. D'accord? Donc il doit sûrement y avoir un lien quand on essaie de calculer cette probabilité avec les notions d'espérance conditionnelle qui sont ce qu'on essaie de calculer en fait dans tout le cours de modèle linéaire appliqué en faisant une hypothèse un petit peu forte de linéarité. D'accord? Donc, ça peut être effectivement une méthode. Donc, on se dit que la régression logistique pourrait être une bonne méthode pour approcher cette chose-là. Et l'autre dont je parlerai, c'est la méthode qu'avait proposée Fisher qui consiste à dire utilisons la formule de Bayes précisément. La formule de Bayes, elle me dit que je suis en fait capable d'inverser cette probabilité-là. Et cette probabilité-là, je peux l'interpréter comme étant associée à la probabilité d'avoir x conditionnellement à y multiplié par la probabilité de y divisé par la probabilité d'être tombé sur x. Okay, donc, je devrais pouvoir exploiter cette information. Et donc, on va avoir ces deux approches qui vont nous permettre de construire une espèce de version empirique du classifieur de Bayes. D'accord?
Donc, si jamais j'essaie de détailler un tout petit peu ce que c'est que ce classifieur de Bayes, donc dedans, j'ai besoin de quoi? J'ai envie de trouver la probabilité, donc en particulier l'erreur associée à la probabilité de se tromper, enfin, l'indicatrice qui est la fonction de perte L01. Donc, le risque associé, c'est la probabilité de commettre une erreur. La probabilité de commettre une erreur, je peux la calculer. La probabilité de commettre une erreur, je peux la calculer, c'est tout simplement la probabilité que Y chapeau ne soit pas égal à Y. Et ça, je peux le calculer en notant que c'est 1 moins l'espérance de la probabilité maximale que je pourrais avoir d'être dans la classe G. D'accord? Et ce qu'on peut montrer, en fait, c'est que ce classifieur, c'est le meilleur qu'on puisse construire. Donc, si jamais j'étais capable de le faire, j'aurais le meilleur classifieur possible. Alors, c'est un petit peu frustrant de ne pas l'avoir, mais d'un autre côté, c'est quand même intéressant parce que ça veut dire qu'on a une borne inférieure quand on va essayer de quantifier des risques. Donc, c'est ça que je vais essayer de classifier un tout petit peu. Donc, je vous rappelle qu'on a des informations. Donc, on a ce classifieur de Bayes. Donc, on a le risque associé à M étoile, qui est une grandeur théorique. Okay. J'ai mon risque théorique d'un estimateur. Donc, supposons que je vous donne un estimateur M. Le risque associé, encore une fois, j'ai ma fonction de perte, L01. Donc, ma fonction de perte, elle me dit tout simplement, je vais créer une indicatrice qui est que Y chapeau est différent de Y. Donc, je regarde quand est-ce que je suis différent. Et j'ai la version empirique. La version empirique du classifieur, c'est tout simplement, je remplace ma probabilité par la fréquence empirique sur ma base de données, un DN, qui est l'ensemble des données X, Y. Donc, on a un premier théorème, qui est le petit résultat que je vous donne ici, qui est que le classifieur qui va minimiser un R, c'est le risque de Bayes. D'accord? Donc, Bayes est l'estimateur le plus petit que vous pouvez avoir. Donc, on peut montrer que pour tout classifieur M, le risque associé à M, il est forcément plus grand ou égal au risque de Bayes. D'accord? Donc, je vous fais la petite démonstration. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit de remplacer remplacer le risque tout simplement par son espérance. Donc, c'est l'espérance de la probabilité de se tromper. Okay. Et je vais regarder ce que ça veut dire se tromper. Donc, ce que ça veut dire se tromper, je vais tout simplement conditionner par les différentes probabilités. Donc, je vais regarder pour tout X ce que ça veut dire. Et donc, en développant, on peut montrer qu'en fait, la probabilité de se tromper, alors je vais la voir ici, la probabilité de se tromper conditionnellement à X, okay, je peux le réécrire de manière assez simple, à X donné, en notant qu'on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc, on va récupérer la différence entre ce que me donne le modèle de Bayes et ce que me donne mon modèle M. Okay, et ça, c'est multiplié par quoi? C'est multiplié par cette grandeur-là. Et la grandeur qui se trouve ici, elle est un petit peu particulière. R, c'est quoi? R, c'est tout simplement l'espérance de Y sachant X. Okay, donc ce R, on va le garder en tête. C'est mon modèle, je l'avais écrit juste ici. C'est le modèle de régression. D'accord, donc c'est pour ça que je l'appelle R. C'est ma régression. Et ce qu'on peut montrer, c'est qu'on a forcément ça. Okay, et notre classifieur, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait tout simplement, donc R, c'est quoi? C'est une probabilité. Donc ça appartient à l'intervalle 0,1. Okay. Donc nous, on s'intéresse au classifieur qui est associé. En fait, le classifieur de Bayes, il vous dit juste, dès que R est plus grand qu'un demi, vous prédisez la classe 1. Si jamais R est plus petit qu'un demi, vous prédisez 0. D'accord? Donc en fait, ce qu'on observe, c'est que cette quantité-là, en fait, elle est toujours positive. Donc pour tout X, on est positif essentiellement parce que si jamais j'avais plus de chances, si jamais j'étais plus grand qu'un demi, dans ces cas-là, ce qu'on peut montrer, c'est que cette grandeur-là, elle est forcée, elle vaut toujours, elle vaut 1. Parce que dans ces cas-là, M étoile est égal à 1. Okay, c'est par définition de mon M étoile. Okay, donc M étoile moins M, c'est 1 moins M de X, mais comme M, ça me renvoie forcément quelque chose qui est soit 0, soit 1, c'est forcément positif. Et si jamais j'étais plus petit, dans ces cas-là, j'ai 0 moins 1 M de X, et ça vaut 0 moins M de X. Donc c'est forcément négatif. Et donc, donc, en fonction du signe de cet objet-là, dès que je suis positif, le terme de droite est positif, dès que je suis négatif, le terme de droite est négatif. Donc le produit est forcément toujours positif pour tout X, c'est-à-dire que dans tous les états du monde, M étoile est plus grand que M. Okay, en tout cas, pardon. Oui, c'est ça. Donc en fait, ça me garantit que le risque va être forcément plus grand pour mon M que pour mon M étoile. D'accord? Donc c'est un peu ce que ça nous raconte. Okay, donc le risque de l'estimateur, le classifieur de Bayes, c'est le meilleur que vous pouvez construire en termes de mesure de risque. En termes de mesure de risque, R. Okay, donc ce qu'on vient de montrer, c'est que pour tout M,
un R de M est forcément, R de M étoile est forcément plus petit ou égal à R de M. Et ça, c'est toujours intéressant d'avoir des bornes inférieures. Je vous rappelle, c'est un peu ce qui se passe quand on fait la stat mathématique, où on parle d'estimateur θ chapeau, qui est un estimateur sans biais. Okay, ce qu'on sait, c'est que quand on a un estimateur sans biais, on a la borne de Cramer-Rao. La borne de Cramer-Rao vous dit que la variance de votre estimateur, mais qui est aussi le MSE, pourquoi? Parce que je n'ai pas de biais, donc le MSE de θ chapeau, bah, c'est forcément supérieur ou égal à 1 sur l'inverse de l'information de Fisher. Et donc, on a une borne et on est toujours content d'avoir une borne parce que ça nous permet de voir à quel point est-ce qu'on est bon. Le problème, c'est qu'ici, cette borne, je ne la connais pas, mais en fait, de la même manière qu'en fait, je ne connais pas non plus ma borne théorique de Cramer-Rao. Donc, je peux la remplacer par un estimateur et c'est un petit peu l'idée qu'on va avoir quand on fera des classifieurs. D'accord? Donc, je peux quand même quantifier des bornes inférieures sur des classifieurs, essentiellement parce que je sais que c'est le risque de Bayes. Si jamais j'arrive à m'approcher aussi mieux que je peux de ce risque de Bayes, je suis capable d'avoir quand même un ordre de grandeur sur le risque théorique de mon estimateur. Okay. Alors maintenant, si je regarde un petit peu mieux ce que fait ce risque de Bayes, dans le cas où on a toujours deux classes, donc le classifieur de Bayes, il me dit quoi? Il me dit, si jamais vous arrivez avec un X, il va vous mettre dans la classe 1 si l'espérance de Y, c'est-à-dire la probabilité de valeur 1, conditionnellement des X, dépasse 1,5. Okay. Donc, il vous met dans la classe 1 dès lors que je suis plus grand que 1,5. Et en fait, on peut montrer que c'est équivalent à avoir une chose très simple, c'est tout simplement ces probas conditionnels. Je peux regarder le ratio de la probabilité de type X conditionnellement à 1, divisé par la probabilité des deux types X, enfin, de valeur X conditionnellement à la classe 0. Okay. Si jamais ce ratio dépasse, c'est quelque chose qui serait comme du π0, la partie du dessus, on reconnaît π0, qui est la probabilité a priori, si jamais je parle en termes bayésiens, d'être dans la classe 0, divisé par la probabilité d'être dans la classe 1. Okay. Donc, c'est la probabilité d'être de type 0 divisé par la probabilité d'être de type 1. D'accord. Donc, en fait, on peut voir que le classifieur de Bayes, je peux l'interpréter tout simplement en regardant ces probabilités-là. Et c'est exactement ce que va proposer Fisher. Fisher va dire, ben, je vais mettre des modèles très, très simples sur les X. Je vais supposer qu'ils sont gaussiens. Et dans ces cas-là, je vais tout simplement me demander quand est-ce que cette probabilité conditionnelle, mais ça on peut la calculer facilement, c'est juste utiliser on va juste utiliser la fonction de densité d'un vecteur gaussien. Okay. Donc si jamais la densité de mon vecteur gaussien pris en petit x divisé par l'autre densité de loi gaussienne prise aussi en petit x, mais avec des moyennes différentes a priori, dans ces cas-là, si je mets cette probabilité excède la probabilité d'être dans la classe 0 sur la classe 1, qu'on va approcher par la fréquence empirique, alors dans ces cas-là, je classerai dans la catégorie 1, sinon je classerai dans 0. Okay. Donc on voit qu'il y a un lien direct entre le classifieur de Bayes et ses probabilités conditionnelles. Enfin, c'est pour ça qu'on parle de Bayes, c'est vraiment qu'on va essayer de faire des calculs bayésiens derrière. D'accord. Donc ça, c'était l'estimateur bayésien. Alors il y a un autre nom qu'on verra apparaître dans la littérature en machine learning, c'est ce qu'on appelle le classifieur Oracle. Donc le classifieur Oracle, c'est quoi? C'est le meilleur des classifieurs. Okay. Donc vous donnez une classe de classifieur et vous cherchez tout simplement le classifieur qui vous donne le risque le plus faible. Okay. Donc ça aussi, c'est purement conceptuel. Encore une fois, j'utilise des R, mais je ne sais pas ce que c'est que ce R. Je ne sais pas ce que c'est que ce R, parce qu'encore une fois, le risque, je vais le redéfinir ici, le risque associé à un estimateur, c'est l'espérance sur la probabilité P de L de Y M de X. Okay. Donc, le problème, c'est que je ne connais pas ce P. Je ne connais pas la loi jointe. Et c'est tout le problème. Je connaîtrais ma loi jointe, j'aurais ma loi conditionnelle et j'aurais même plus besoin de faire de modèle ou quoi que ce soit. Tout découlerait de mes lois conditionnelles. Donc, je ferais juste des probas. Okay. Nous, le problème, c'est qu'on a des données et que je ne sais pas quantifier cette chose-là. Mais là encore, on pourrait se dire, OK, le risque de Bayes, c'est le meilleur parmi tout ce que vous pouvez imaginer. Okay. Donc, on sait que on sait que R de M étoile, c'est une borne inf. Okay. Maintenant, on pourrait se dire, supposons qu'on s'intéresse à certains types de modèles. Dans ces cas-là, on va peut-être avoir quelque chose qui sera un petit peu intermédiaire. Donc déjà, cet objet qui va être le minimisateur de cette fonction R dans cette classe-là, c'est ce qu'on va appeler l'estimateur oracle. Okay. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que dès que j'ai un estimateur qui est dans ma classe, la différence qui existe entre mon estimateur M et l'estimateur de Bayes, bah, je peux lui intercaler entre les deux mon estimateur oracle. Okay. Donc il y a la distance à laquelle je suis de l'oracle, c'est-à-dire le meilleur estimateur que vous pouvez construire dans votre classe, okay, et une erreur fondamentale qui sera complètement incompressible, qui est quelque part une erreur de spécification de modèle.
Ok. Donc, supposons que je me sois limité à des modèles très simples. Ben, dans ces cas-là, je vais déjà avoir une part de risque qui vient du fait que je me suis trop restreint dans mes classes de modèles. Okay. Et donc, cette erreur-là, elle sera toujours incompressible. Donc, en plus de cette erreur-là, qui peut être importante, je vais en plus avoir une erreur parce que je vais avoir parce que j'ai construit un autre estimateur que celui qui était le meilleur. Pourquoi? Essentiellement parce que j'aurais des données. J'aurais essayé d'approcher un R par R chapeau. Okay. Donc, j'aurais utilisé une version empirique et donc je ne serais pas forcément le meilleur. Donc, je vais déjà avoir une erreur d'inférence et une erreur fondamentale de risque. Enfin, du risque de modèle. Okay. Donc, on tombe toujours de la même chose. Il n'y a rien de bien nouveau dans ce que je vous raconte. C'est toujours lié au fait que, et c'était lié à la dernière décomposition que j'avais faite, enfin, je l'avais faite dans le cas du risque quadratique, où je disais, quand on décompose le risque quadratique, on a une erreur fondamentale, et cette erreur fondamentale, c'est la partie de droite, c'est la partie que je n'arriverai jamais à capturer parce que je me suis peut-être trop restreint dans ma classe de modèle. Okay. Puis il y a une erreur qui va venir d'une erreur de biais et d'une erreur de variance. Okay. Donc c'est un petit peu ça qui se cache derrière. Alors, cette histoire de classifieur de Bayes, Fisher a proposé quelque chose qui était assez intéressant, qui était son approche par analyse discriminante. Okay. Donc l'idée, le point de départ de l'analyse discriminante, c'était j'ai des observations, okay, qui sont de la forme YX, donc j'ai des YI et des XI, et je suppose que Y il appartient à deux classes, soit la classe 0, soit la classe 1. On voudrait faire un classifieur qui soit pertinent. Il avait fait une hypothèse supplémentaire, Fisher, il avait dit, je suppose en plus que mes Y sachant X vont être gaussiens. Donc je suppose que j'ai des vecteurs gaussiens pour mes lois de mes Y. La seule chose, c'est que mes vecteurs gaussiens ne sont pas les mêmes dans la classe 1 et dans la classe 0. Okay. Donc ce que je vais supposer, c'est qu'il existe, donc quand je suis conditionnellement au fait que je suis dans la classe 0, j'ai un mu 0 et un sigma 0. Quand je suis dans la classe 1, j'ai une loi normale mu 1 sigma. D'accord. Donc, pour créer quelque chose qui ressemblerait à notre classifieur de Bayes, okay, j'ai besoin de cette probabilité conditionnelle de Y sachant X. Okay. Ce que me dit la formule de Bayes, c'est très simple, c'est que, je vais peut-être effacer un petit peu la partie du bas. Ce que me dit la formule de Bayes, c'est tout simplement que la probabilité d'être de type Y, conditionnellement à mes X, c'est la probabilité d'être de type Y, c'est d'être de type Y, d'être de type Y, tout simplement, donc la probabilité a priori, multipliée, alors je vais l'écrire en termes de densité parce que c'est peut-être un peu plus propre. F, je vais noter ça indice Y de X. Okay. Donc cette chose-là, c'est quoi? C'est la densité de Y conditionnellement à X égale petit x. Okay. Donc là, on retrouve mon autre vecteur gaussien, et en dessous, je divise tout simplement par F de X. Donc ça, c'est la formule de Bayes. Donc l'idée de la formule de Bayes, c'est souvent de dire la partie au dénominateur, elle ne m'intéresse pas trop parce qu'elle sert juste à normaliser. D'accord. Donc en fait, je vais tout simplement dire que ma probabilité de Y d'être dans la classe Y quand je suis en X, c'est tout simplement proportionnel à ma loi, ma loi des Y, ma loi des X sachant mes Y. Donc j'ai ma densité de loi normale, multipliée par la probabilité a priori. Okay. Donc classiquement, on va interpréter ça comme la chose suivante. Cette chose-là, c'est une probabilité a priori. C'est-à-dire la proportion, alors quand on l'interprétera en fréquentiste, ça va être la proportion des individus qui sont de la classe 0 ou de la classe 1. Okay. Et l'autre qui apparaît ici, en fait, on la connaît, parce que cette chose-là, c'est ce qu'on appelle la vraisemblance aussi. Okay. Donc on retrouve la formule classique qui nous dit que que la probabilité d'être dans la classe Y conditionnellement à mes X, c'est proportionnel à la vraisemblance d'être en X, multiplié par la probabilité d'être dans la classe Y. Okay. Donc si jamais je passe tout ça au log, on récupère la formule suivante qui me dit que cette probabilité qui intervient encore une fois dans le calcul de la maximisation, c'est cette grandeur-là qu'on veut maximiser. Comme on n'a que deux classes, on veut juste voir si jamais ça vaut plus ou moins qu'un demi. Okay. Mais quand je développe cette expression-là, donc c'est-à-dire le log de ma probabilité d'être de type Y conditionnellement à mes X, je récupère une expression qui ressemble à ça. Alors, on va essayer de la discuter juste 2 secondes, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que X, il intervient ici. Et donc, on a quelque chose qui va être quadratique en X. OK. Alors, pourquoi pas? Sauf que Fisher avait fait une petite hypothèse en plus, et normalement, c'est ce qui apparaît dans le slide juste après. Okay. Donc, première partie, c'était de supposer que
on avait ce modèle. Donc, le modèle, je vous rappelle, il dit quoi? Il vous dit que vos x conditionnellement à y, c'est des lois normales, mu y, on va dire ça, sigma, alors je l'avais noté en matrice, sigma y. Donc, j'ai des lois normales de moyenne et de variance différentes. Donc, dans ces cas-là, l'expression qu'on avait vue juste avant, qui va me permettre en fait de définir ma frontière de décision, okay, mon histoire de boundary, dont j'avais déjà parlé pour définir des classifieurs, okay, c'est quelque chose qui est quadratique en X. Donc, si jamais je regarde les ensembles pour lesquels je suis incertain, c'est-à-dire je n'arrive pas à trancher si jamais je suis entre la catégorie 0 ou la catégorie 1. Donc, précisément, quand j'ai rigoureusement une chance sur deux d'être de type de type 0 ou 1, alors je récupère quelque chose qui est quadratique, okay, parce que j'ai cette expression. Alors, le point important, c'est que Fisher avait proposé une petite subtilité, c'est de supposer qu'en fait, on avait la même variance. Donc, en fait, dans la matrice de variance-covariance qu'on avait, on avait le même objet. Okay, donc, ce n'est pas quelque chose de complètement incohérent. Encore une fois, si je vais vous retourner dans les capsules d'ANOVA où j'essaie d'expliquer l'analyse de la variance, c'est quelque chose d'assez classique chez Fisher de dire on a des groupes différents, ils ont des moyennes différences, mais ils ont tous la même moyenne. Et donc, je vais faire des tests. Donc, l'ANOVA, c'est l'analyse de la variance qui consiste à regarder, non pas des variances, mais des moyennes. Donc, on regarde des différences entre des modèles. Donc, on va comparer des variances induites par des modèles pour faire des tests sur les moyennes. D'accord. Donc, l'ANOVA, c'est une comparaison de moyennes. C'est comparer des variances de deux modèles pour faire un test de moyenne. Okay, l'ANOVA, c'est un test de moyenne. Donc, mon point est, supposons qu'on rajoute cette petite hypothèse-là. Donc, cette petite hypothèse comme quoi les deux variances sont égales. Alors, dans ces cas-là, la frontière de décision, elle va se simplifier un petit peu. Et en particulier, le problème qui était un problème quadratique va devenir un problème linéaire. Okay, X, il n'intervient plus qu'à un endroit, il intervient ici. Okay, et donc, on arrive à la chose suivante, qui est que quand on est sur la frontière d'incertitude, si vous voulez, ou de non-décision, où je n'arrive pas à trancher entre 0 et 1, on peut montrer qu'on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ce qu'on est juste en train de dire, c'est que sur la frontière, la frontière est caractérisée par l'ensemble des x, tels que x, donc quand je fais le produit scalaire entre x et sigma moins 1 mu, j'ai la même chose que faire x transposé sigma moins 1 mu 2. Okay, donc la frontière de décision va être caractérisée par un ensemble de cette forme-là, okay, qui va être basé sur ce vecteur u. Okay, donc le vecteur u, ça va être ce vecteur sigma moins 1 mu 1 moins mu 0. Okay, et on va le voir réapparaître un petit peu plus tard, ce vecteur-là. D'accord, donc ça, c'est l'analyse discriminante de Fisher qui consiste à dire, si jamais je veux classifier dans la région de l'espace des points rouges versus des points bleus, okay, dans ces cas-là, mon classifieur sera un classifieur linéaire. D'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le séparateur sera une droite quand on est en dimension 2, avec deux variables explicatives, mais si jamais je passais en dimension plus grande, j'aurai un plan. Et ce plan, il a pour vecteur directeur ce vecteur U. D'accord, donc c'est ça que raconte l'histoire de Fisher, c'est que je suis capable de construire ça, et le vecteur directeur associé, c'est ce vecteur U, sigma moins 1, mu 1 moins mu 0. Okay, donc c'est le vecteur directeur de mon plan. Okay, alors, je vous le trace ici. Donc ici, j'ai des points. Okay, donc j'ai des collections de points rouges et de points bleus. Okay, ça, c'est l'analyse de Fisher. Donc, qui vous dit, je suppose que sigma dans la catégorie 0, c'est la même chose que sigma dans la catégorie 1. Et effectivement, j'ai juste des moyennes qui sont décalées, mais j'ai la même matrice de variance-covariance, on le voit sur les ellipses. Et dans ces cas-là, la frontière de décision ou la frontière d'incertitude, elle est très exactement là. Okay, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je suis dans la partie supérieure, je prédis que je suis 0. Dans la partie inférieure, je prédis que je suis rouge. Okay, donc je suis bleu et rouge. Pourquoi? Parce que mon classifieur de base me dit, je donne comme catégorie la catégorie pour laquelle la probabilité conditionnelle est la plus grande. Okay, ici, je vous ai fait le cas, ce qu'on appelle la version quadratique. Okay, c'est-à-dire que dans la version de droite, je suppose que je peux avoir une matrice de variance-covariance différente. Et dans ces cas-là, je récupère un problème, ma frontière de décision est quadratique. Okay, donc je vais avoir une ellipse, tout simplement. D'accord, donc en gros, je vais encercler les points rouges ici, de manière un petit peu surprenante. Donc ça veut dire que le point qui se trouve ici, par exemple, je vais le prédire comme étant bleu. Okay, ce qui est un petit peu étrange, mais voilà, c'est l'analyse discriminante de Fisher. Donc, ce que note Fisher, alors si jamais je vais un tout petit peu plus loin, et là je renvoie, c'est exactement les calculs que j'avais fait dans le cours précédent, dans le cours de modèle linéaire appliqué,
Si jamais j'essaye d'écrire, donc sous hypothèse que j'ai la même matrice de variance-covariance dans les deux cas, dans la catégorie 0, dans la catégorie 1, quand je calcule le log de la cote, okay, donc le log de la probabilité d'être de type 1 divisé par la probabilité d'être de type 0 conditionnement à mes x, je récupère quelque chose qui est assez long et moche, mais ce qu'on observe, c'est que c'est très simple, puisque à gauche, j'ai mon x, ici, j'ai un terme, et le terme qui reste, c'est une constante. Donc, ce que je suis juste en train de vous dire, c'est quoi? C'est que le log de la cote est linéaire en x. Mais ça, on a déjà vu. Alors, si je vous dis que le log de la cote est linéaire en x, on a quelque chose qui ressemble à une régression logistique. Okay, mais ce n'est pas une régression logistique, et je reviendrai un petit peu plus tard. Pourquoi? C'est essentiellement sur la manière dont on calcule ce coefficient bêta. C'est qu'ici, mon coefficient bêta, la manière dont je l'ai estimé, j'utilise des équations normales. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que le vecteur bêta, en gros, ça va être le vecteur de mes u. Okay, donc, ça va me donner mes coefficients de ma droite de régression. Okay, donc, ça, Bayes nous dit, enfin, Fisher nous dit, je pars d'un postulat qui est que mes x conditionnellement mes y sur des vecteurs gaussiens. Je ne fais pas du tout d'hypothèse de loi de Bernoulli ou quoi que ce soit. Okay, ce qui sera la version quand on fera la régression logistique. La régression logistique est basée sur l'idée de recherche de la vraisemblance. Et je vous rappelle, tout à l'heure, j'avais mis ma vraisemblance multipliée par un petit quelque chose. Et c'est justement le petit quelque chose qui manque quand on fait la régression logistique. Okay, donc c'est pour ça qu'une régression de Fisher, enfin une analyse discriminante de Fisher et une régression logistique ne donnent pas les mêmes résultats, même si formellement, on construit des choses qui se ressemblent. Pourquoi? Parce qu'on fait des classifieurs linéaires. Okay, dans les capsules qui suivront, je ferai d'autres classifieurs linéaires. Donc, je vais faire une section sur la régularisation. On verra sur la régularisation, on pourra faire aussi des classifieurs linéaires, mais pénalisés. D'accord? Donc, pour le moment, je vous présente juste deux classifieurs linéaires qui vont nous donner des choses sûrement semblables. Encore une fois, l'idée, il n'y a rien de révolutionnaire derrière. Hein. C'est juste de dire que quand j'ai des points rouges et des points bleus, je vais mettre une droite de séparateur qui va être une droite, d'accord, ou un hyperplan. D'accord? Fisher vous dit, je vais calculer ces probabilités conditionnelles. La régression logistique vous dit autre chose. Okay, alors, il y a une autre manière de voir la régression de Fisher, et ce n'était pas comme ça que je l'avais présenté au précédent cours, c'est de le voir comme on avait vu la CP, et de se dire, on va faire des projections. Okay, donc, comment est-ce qu'on peut voir ça? J'ai encore une fois mes points rouges, je vais peut-être mettre de la bonne couleur, j'ai mes points rouges qui se trouvent par ici, et j'ai mes points bleus qui se trouvent en haut. D'accord, donc j'ai mes points rouges et mes points bleus. Je vais essayer de trouver une droite de projection. Okay, ou un plan de projection. Je vais essayer de les projeter, en l'occurrence, ici sur une droite. D'accord, je suis en dimension 2, donc j'essaie de projeter sur cette droite et on essaie de trouver la droite, donc qui va être cette droite jaune qui se cache ici. Donc cette droite jaune, ce que j'aimerais bien, c'est discriminer au maximum. C'est-à-dire avoir les points bleus d'un côté, les points rouges de l'autre. Donc comment est-ce que je peux interpréter ça? Ce que j'aimerais bien, c'est, par exemple, si je peux interpréter ça en termes donc j'ai la variance totale qui va apparaître ici. Donc la variance, j'aimerais bien avoir des points qui soient relativement espacés. Et j'aimerais bien que le barycentre de mes points bleus soit relativement éloigné du barycentre de mes points rouges. Okay, j'aimerais bien que la variance entre mes classes soit la plus grande possible. Okay, donc j'ai ma variance inter. Donc ma variance inter, c'est quoi? C'est cette dispersion que j'ai entre mes nuages de points. Okay, mais je veux avoir surtout la variance intra. Donc j'aimerais bien que entre mes groupes, je sois les plus éloignés possible quand je vais faire mes projections. Encore une fois, si je projette et que tous mes points rouges et mes points bleus sont confondus, ma projection n'est pas très bonne. Okay, donc ici, j'ai une projection qui ne marche pas très très bien. Okay, ici, j'ai une projection qui a peut-être un peu plus de sens, mais encore une fois, j'ai des chevauchements qui ne sont pas forcément très intéressants. J'ai une trop grande variance dans chacune des classes. Et par contre, mes nuages sont relativement discriminés. D'accord, donc ma variance entre mes classes projetées, elle est grande, mais c'est juste que j'ai trop de variance à l'intérieur de mes classes. Idéalement, ce qu'on voudrait, c'est très écarté et qu'à l'intérieur de mes classes, je suis très homogène. Donc, comment est-ce que je peux faire ça? C'est simple. On a cette grandeur-là qui va nous intéresser. Cette grandeur-là, c'est quoi? Je calcule tout simplement la variance between. Donc, entre mes groupes, je veux ma variance projetée. Donc, quand je projette sur mon vecteur U, je veux être le plus éloigné possible. Ma variance between, entre mes deux groupes, je veux qu'elle soit la plus grande possible. Et je veux aussi que mes variances intra dans chacun des groupes soient la plus faible possible. La variance intra elle est au dénominateur. Okay, donc, ce ratio-là est sûrement un bon ratio qui m'intéresse, que je peux avoir intérêt à maximiser. Pourquoi? Parce que quand je serai maximal, j'aurai quelque part à la fois des groupes très éloignés et en même temps des groupes très resserrés autour de chacun des barycentres. C'est un petit peu ce qu'on observe dans ce qui se cachait dans le graphe qui est en fait la version optimale ici, où j'ai réussi à être très resserré au niveau de mon barycentre,
relativement ces retours de ma barycentre et des points qui sont relativement écartés. Donc l'analyse de Fisher, je peux la voir comme étant en fait la résolution de ce problème-là, qui consiste à dire je vais essayer de trouver une droite sur laquelle je projette de manière à séparer au plus mes points rouges et mes points bleus et avoir des clusters les plus regroupés possibles entre eux, ce qui revient tout simplement à résoudre ce problème d'optimisation. Et en fait, je vous passe les calculs, mais si je résous le problème d'optimisation, c'est encore une fois des recherches de valeurs propres, comme toujours. Okay, on fait de l'algèbre linéaire. On peut montrer en fait que le vecteur, il est forcément proportionnel à ce vecteur-là. C'est forcément proportionnel à quelque chose qu'on avait déjà vu, puisque quelque part, j'ai du sigma moins 1, mu 0, moins mu 1. Okay. Donc on retrouve, c'est la version empirique, c'est la version empirique de cette théorie, de la théorie que j'avais développée tout à l'heure dans un cadre un peu formel où je n'avais pas construit des estimateurs, là je construis vraiment des estimateurs. Et donc on retrouve la même chose. Donc cette approche basée sur des histoires de projection et qui nous fait vraiment penser à ce qu'on faisait en ACP, où on essaie de projeter, alors sauf que quand on faisait de l'ACP, on veut juste maximiser l'étirement du nuage. Là je veux avoir un nuage, alors comme je le veux très étalé, oui, j'aimerais bien qu'il soit projeté avec une variance assez grande, mais en plus je veux qu'à l'intérieur de mes sous-groupes, j'ai la variance la plus faible possible. Okay, donc on retrouve exactement ce que je disais tantôt. Donc je vous l'ai juste fait ici pour vous le prouver. Donc j'ai mon nuage de points. Si vous voulez le refaire, c'est ce point. Ce sont ces points-là. Donc il y a mes points de 0, ma base avec ma base des 0, ma base de 1. Je calcule mes paramètres de moyenne. Okay, je les centre. Encore une fois, parce que l'idée c'est de projeter sur une droite. Donc je peux me concentrer sur n'importe quelle droite qui passe autour de 0. Donc peu importe. Je calcule mes variances dans chacun des groupes. Donc ma variance within, c'est la somme des deux. J'ai ma variance between, okay, qui va apparaître ici. Et en fait, si jamais j'essaye de résoudre ce problème-là, qui consiste à calculer sigma moins 1 de mu 0 moins mu 1, je récupère ce vecteur-là, et ce vecteur-là correspond très exactement à c'est le vecteur normal associé à cette droite-là. Et en fait, c'est ce que je vais récupérer si jamais je fais mon analyse discriminante. Okay, donc, malheureusement, je pensais que je l'avais fait dans le slide d'après, mais ce n'est pas celui-là que j'ai fait. Et voilà, vous pouvez vérifier parce que je vous donne le code pour faire une LDA juste après. Mais ce vecteur-là va me donner la droite, en tout cas les pentes, les pentes de ma droite qui vont me permettre de discriminer, puisque ça va me donner le vecteur normal associé à mon hyperpente. Okay, donc, je vous le montre dans un exemple un peu plus général, c'est les bases de données myocarde. Okay, donc, ma base de données myocarde, encore une fois, c'est une base avec genre 70 observations. J'ai 7 variables explicatives et une variable d'intérêt qui est est-ce qu'une personne a survécu ou est morte. Okay, donc j'ai ma variable pronostic qui est soit 0 soit 1. Donc exactement comme j'avais fait auparavant, donc je peux récupérer la moyenne de mes 0, donc qui va être un vecteur en dimension 7. Là je ne peux plus faire de dessin, je suis désolé. Je vais avoir 7 composantes puisque j'ai 7 variables. Donc j'ai mon x 0 bar quelque part, j'ai mon x 1 bar, j'ai ma matrice un sigma, d'accord. Et donc, quand je calcule un sigma moins 1, un mu 0, enfin, mu 1 moins mu 0, mu 0 moins mu 1, peu importe, ça me changera juste un signe, c'est pas très très grave. Okay, je récupère ce vecteur oméga. Donc, ce vecteur est un vecteur qui me donne l'équation de la droite qui va me maximiser, quand je vais projeter les points sur ma droite, qui va me maximiser le ratio de la variance entre mes groupes divisé par la variance à l'intérieur des groupes. Okay, j'ai cette fonction qui existe en R, c'est la fonction LDA. Okay, bah, si jamais j'essayais d'expliquer le pronostic vital, c'est-à-dire survie ou décès, par toutes mes variables dans ma base, bah, dans ces cas-là, je récupère ces coefficients-là, qui sont en fait très exactement les mêmes que ceux-là. Okay, donc l'analyse de Fisher, le point auquel je voulais arriver, c'est que l'analyse de Fisher, je peux l'interpréter comme toujours comme étant un problème de valeur propre, okay, comme étant un problème d'optimisation. Okay, moi, je vous l'avais présenté historiquement comme étant un problème juste de formule de Bayes, c'est-à-dire je supposais que j'avais des vecteurs gaussiens. Quand j'ai des vecteurs gaussiens, j'essaye d'inverser ma formule de Bayes et donc je peux calculer ma probabilité dans la classe Y conditionnellement à mes X. Okay, puis j'essaye de deviner dans quel groupe je dois être. Et dans ces cas-là, je peux faire ma classification. Mais en fait, je peux l'avoir de manière un peu plus élégante avec ses propriétés d'algèbre linéaire. Okay, alors, ce classifieur, il nous fait un petit peu penser, donc c'est un classifieur linéaire. Okay, il nous fait penser un petit peu à la méthode de Bayes. Alors, je suis en fait pas, c'est pas la méthode de Bayes. Encore une fois, la méthode de Bayes, c'est pas un estimateur que je construis sur des données, c'est un estimateur théorique. Okay, mais il nous fait penser, donc ça nous donne quelque chose qui va être linéaire, tout simplement, dans le sens où je vais regarder une combinaison linéaire de mes x. Okay,
Si jamais ma combinaison linéaire dépasse un certain seuil, bah, dans ces cas-là, je vais le mettre dans la classe 0 ou 1, d'accord, suivant ce que je retiens. Et la pente associée, donc le coefficient de poids qui va être associé à mon classifieur linéaire, c'est tout simplement ce sigma moins 1, x0 ou mu0 moins mu1. Okay. Encore une fois, des fois, je mets des mu1 moins mu0, mais dans un cas, j'ai ce vecteur-là, dans l'autre cas, j'ai le vecteur en dessous, donc ça ne change strictement rien. D'accord. Comment est-ce que je l'ai obtenu? Je le remets une dernière fois. Je l'ai obtenu en disant bah, je vais utiliser le fait que j'ai des vecteurs gaussiens et j'utilise le fait que j'ai des lois de Bernoulli. Donc, c'était mes probabilités d'être de type 0 et de type 1. C'était mes lois a priori. D'accord. Donc, on travaillait en fait directement sur la vraisemblance globale, puisque le produit qu'on avait considéré, en fait, c'est la vraisemblance globale. Par rapport à la régression logistique, on n'est pas très très loin. La régression logistique me dit je vais faire un classifieur qui va mettre dans la catégorie 1 dès lors que bêta chapeau nx, il manque une petite transposée, mais c'est pas très grave, un bêta chapeau, la combinaison linéaire de mes x associée à mon estimateur bêta chapeau est plus grande qu'un certain seuil, ou si jamais je suis plus petit, je vais être soit respectivement au 0, soit respectivement en 1. Okay. Et comment je le faisais? Comment je récupérais cette valeur-là? Tout simplement en faisant une régression logistique qui consistait à maximiser cette fonction-là. Okay. Mais cette fonction-là, ce n'est pas la même que celle qu'on avait auparavant. Pourquoi? Parce qu'il me manque un terme. Okay. Donc j'avais fait cette régression logistique. La seule chose, c'est que je ne fais pas intervenir cette fonction-là. Okay. D'où une petite différence qui peut exister si jamais vous faites une régression logistique ou une régression LDA. Je ne maximise pas formellement la même quantité. D'accord? Mais les deux sont quand même très très liés, puis encore une fois, on voit apparaître de la formule de Bayes dans tous les sens. Okay. Je vais m'arrêter là pour cette discussion sur les estimateurs oracles, sur l'estimateur de Bayes et sur des estimateurs linéaires. Okay. Je ne vous ai pas donné quand même beaucoup de concepts qui vont nous servir par la suite. On va maintenant pouvoir attaquer un petit peu plus les différentes classes de modèles. D'accord. Donc, on va commencer par rester dans le cadre des modèles linéaires, mais en introduisant quelque chose qui sera intéressant, c'est les notions de régularisation. Donc, je parlerai de l'assaut dans la prochaine section. Donc, on fera la régularisation et ensuite, on abordera d'autres types de modèles et de classifieurs, en particulier les arbres, les forêts, et puis on verra comment faire des notions d'ensemble et puis toutes sortes de modèles. OK. Je vais arrêter là et on se retrouve bientôt pour des capsules sur la pénalisation.